Quelques indices flagrants, en tout cas, pour montrer, ou justement pour voiler, exponiblement voiler, et voiler par exprès et parfois d'une manière expressive et par exprès et expressément inhibé, voire faire de sorte que, encore une précepte, une injonction, que ceci reste inconditionnellement, c'est-à-dire sous toute condition, y compris la littérature, les beaux-arts, reste, soit interdit, surtout à la parole. Il y a plusieurs façons de montrer, exhiber, exposer d'une manière exponible ou inexponible, en faire signe, en faire une allégorie selon une légende, c'est-à-dire un sous-texte, sous-titre, et une sous-textualité légendaire qui viendrait de textes canoniques auxquels on fera référence librement, entre guillemets, et même ceci sous commande. Cette interprétation non exégétique, mais qui rentre dans le cercle herméneutique, comme une communauté qui ouvre un champ de vision et composé de ce qui est vision et ce qui est visionné. Les modèles occasionnels en passage, le modèle des passages, le modèle canonique, les schèmes constitués, les schèmes constituants et les lignes encore virtuelles dont le prolongement, surtout en rétrospectif, en descendant vers les enfers ou vers le paradis de l'art dit, pourquoi pas grec. Quand on dit grec, pourquoi on ne pense pas la civilisation de Minos et Ionie. Il y a une profondeur et l'obscurité de la Grèce, et on passe sous le silence dans des textes canoniques comme celui de Platon, sous le motif de mythe d'Atlantis, pour qu'il reste encore plus enfui, obscur, voilé, protégé par la voile d'Isis, dont l'origine est l'Égypte. Et les Grecs n'auront pas de mémoire suffisante sur leur propre histoire. C'est l'étranger, c'est-à-dire, non pas l'étranger du sophisme peut-être, mais l'étranger le plus proche aux antipodes, l'Égypte, la clergé d'Égypte obscur pythagoricien en scientificité, en efficience mathématique ininterrompue, comme une litanie des chiffres et des formes en proportion et en infinitésimal et allant vers l'infini et trouvant un juste milieu dans la forme pyramidale, la forme protectrice, cristalline, de racines, et le modèle de
fractale, c'est-à-dire à partir desquels on peut se regresser au microcosme et au macrocosme, c'est-à-dire les relationnalités des corps célestes selon les différentes saisons. Toutes ces déclinaisons des formes, des distances, des corps astrales l'un par rapport à l'autre ont des figures et des difformités. Donc une métamorphose avant Ovide. Ceci, bien sûr, donne à penser, mais ce qui fait que les catégories de lieu, du temps, relations, et même ipséité, ou via, ne seront stables et tout en dynamisme et soit quand on vient sur la bordure déformant, je dirais difformant, et dans son 10. Oui, on peut dire différence comme différence. Et oui, il y aura deux sortes de 10. Le négatif privatif et l'autre, oui, dissymétrie, c'est négatif comme 10. Il devrait y avoir donc un dit de diaphane qui donnera différence, inférence, conférence, colloque, symposium. Parfois on dit symphonie des astres. Les pyramides, comme leur reflet, découpés par la surface du désert, momentanément, mais pour des siècles quand même. Donc, pourquoi parler d'interdit alors? Pourquoi voiler ce qui était déjà voilé 1000 fois en pli, en suppli, et les mystères éleusiens qui devraient rester mystères et interdit de les dévoiler, encore plus de les inhiber, loin de là. Quelle sera l'origine de ce mutisme de communauté, de ce mutus, d'une certaine conjuration comme foi jurée, qu'on garderait en secret, comme une sécrétion en dynamisme et selon les saisons. Quel rapport avec sécrétion et secret? Secret, c'est pas quelque chose qu'on cache dans une coffre, des textes sacrés, coffre des lois, qu'on dit l'arche des lois. C'est une sorte de miniature des pyramides finalement, n'est-ce pas? Portable pour le nomade, c'est-à-dire ce qui est susceptible toujours d'être chassé, car il ne s'intègre pas, ne s'assimile pas autour des grandes constructions de Babel ou des constructions de pyramides, à l'édification de laquelle il participe, mais en distance, en différé.
dans une 10, dans une négativité participative quand même. La figure, non pas d'errant, c'est-à-dire aliénée, mais une figure sporadiquement en disalliance avec son Dieu. C'est ça. Captivité et non-captivité. Ça s'alterne, ça subalterne, ça subalterne. Et c'est bien, c'est très instructif pour le développement d'un peuple. Garder la mémoire des moments de négativité, d'inhibition et de cryptage, et écrire en crypte, en sigle, et puis dans des autres époques plus, entre guillemets, libérales, on essayait d'en faire l'exégète des crypteurs. Je suis assis actuellement, à ce moment-là, si confortablement sur une forme de marbre lisse qui est presque faite pour mon fessier, si confortable et si tiède par le rayon de soleil qui inonde le marbre tout en le réchauffant, mais pas trop, à travers les feuillages des arbres, donc dans un climat qui permet à des jets d'eau, à des bassins, c'est presque une oasis, paradis au sens de Churumuz, n'est-ce pas, en persan. Ou Éden, c'est encore en persan. Aden, Éden, c'est le nom de golfe avec leur stream qui acclimatise les oasis. Donc, il n'y a pas seulement l'aride, il n'y a pas une privation totale, il y a des promesses segmentarisées et circonscrites comme des oasis, à condition qu'on les entretient avec un certain système ou organisation d'irrigation. Il faut savoir utiliser les sources d'eau et ne les laisse pas se vaporiser, les ramasser dans des troncs de végétaux qui les garderaient, les purifieraient, et en plus ils vont travailler, ils vont transformer par un mouvement spontané et intrinsèque en des liquides succulents, délicieux, comme délice de la vie. Voilà encore dans notre discours architectonique où il a été donné lieu à tous les conditionnements, même à des absences, c'est-à-dire à des moments arides ou de disette et de satiété, et des différentes régions non homogènes d'un plan d'immanence à tracer par la voie qui se sait. Et non pas savoir absolu. Cette voie connaît les limites aussi de son propre logos ou de son logoré, car il dit ce qu'il dit
ce qu'il étale comme les gains, ce qui se fait le gosse, détermine aussi les limites qui se le donnent, au sens où, en fait, c'est cette voie qu'elle légifère de l'interdit. Et l'interdit ne lui vient pas de l'extérieur, d'une manière extrinsèque, de l'extérieur, d'une manière hétéronome. Il se la part de chaque chose et les en distribue en justesse, comme une rivière de Némésis. Cette voie fait la loi. Et qui dit la loi, dit aussi la loi du silence, qui est plus fort parfois que la parole proférée de tout énoncé dans une clarté et distinction, limpidité et lucidité, mais quelque chose travaille de l'intérieur et qui se réveille tout en étant en état de léthargie et de sommeil, encore cherchant ses limites, sachant qu'elle est disproportionnée, qu'elle peut être disproportionnée aussi dans ce jeu de figures fractales qui va jusqu'au de microcosme jusqu'au macrocosme, donc au-delà, et sans limite. Et ceci étant ininterrompu dans son apothéose et dans son superlativité, ceci fait un certain tourment. Cela tourmente au sens où cela tourne la tête, ça donne une certaine syncope du discours pensif. Là où la voix chercherait en se tâtonnant ses limites dans cette trajectoire de bande comme celle de Möbius ou la rue de la fortune quand même prévoyait ceci aussi en symbolique et en allégorie, et je suis assis quand même sur une bande ou bien sur une rue de la fortune qui fait, entre guillemets, tout du monde, tout du cosmos. En passant par mon gosier, par ma langue, par la vibration de ma voix, et retournant par mes oreilles à mes forces intérieures en toute vibration. Ceci est dit, je suis assis dans un jardin public sur une statue qu'on peut nommer de l'école de Henry Moore, grand architecte dont les œuvres sont exemplaires et qui sait aussi de savoir parler de la pierre, de son matériau et de ce qu'il fait avec son matériau, de son praxis quotidien. Ma parole, j'aimerais bien qu'elle suive la praxis inaugurante de Henry Moore, grand sculpteur anglais, et utilise sa langue, circoncision de sa langue,
une citation encore de Saint Paul, sa circoncision de la langue, de sa langue commune, parfois scalpel, parfois comme un bistouri, un stylet. Donc un instrument de tailler la pierre pour en donner une forme qui était en potentiel, en latence, en léthargie, en oubli de soi, et ce petit attouchement sur la pierre avec une pointue, un instrument qu'on appelle stylette, un certain crayon en fer ou bien en cuivre, un mélange de cuivre et de étain qui fait la bronze, qui est beaucoup plus dur qu'un cuivre et du fer. Donc, un instrument précieux de l'époque. Et la langue aussi, un instrument précieux qui peut entamer un discours par son ornementation, par ses plis et ses replis, ses tréfonds peut être renversé comme on renverse la terre avec une pelle, et on donne la fraîcheur et la fertilité de ce qu'on appelle l'engrenage. L'engrenage, c'est le propre de l'homme. Mélanger les essences et les substances, de faire sorte que ce qui se pousse soit aidé, augmenté, soutenu par les efforts minimales et économiques de l'homme, ce qu'on appelle technicité, et au sens où une levure de Archimède, bien sûr, avec petit effort qui est déjà énorme, renverser toute la voile et le mettre en mouvement, en kinésis, en kinématographie, pour justement montrer ou exhiber les mouvements et les lignes virtuelles en effectivité, en mouvement, en conflit, en diaphane, en dialectique, donc dans ces processus réels ou en tant que tel qu'il était dans son ipséité. L'homme ne peut qu'une, donc, une petite élément viral qui entre dans le processus comme une catharsis pour obtenir dans une échelle, disons à l'échelle humaine, visible à l'œil humain, donc dans une échelle réduite, le grand mouvement planétaire de macrocosme et de microcosme. Ceci amené là-devant Herr Beringen, en allemand, c'est produire, au sens de traire, et l'amener au devant. Malheureusement, il y a un reste de l'histoire qui, ceci qui est devenu visible, compris, conceptualisé et en usage, devient un jouet sous la main de l'homme au sens de Vorhanden. Vorhanden,
Zuhandan. Le reste de l'histoire est raconté par Heidegger dans ses analyses de Zuhandankeit et Vorhandenkeit. Ceci le revers des choses, c'est pour ça qu'on parle de bande de Möbius ou la rue de la Forte. Peu importe si c'est octogonal ou polyèdre, cette rue. Il n'y a pas un seul qui est en tout cas parfait. Ce n'est pas une sphéros. Il y a une boucle qui ne se permet pas que les lignes se rejoignent dans une perfection. Ceci qui fait le mouvement, ceci qui fait l'activité, ceci qui fait ce qu'on appelle la vie, l'histoire, la parole, c'est-à-dire être fort de s'exprimer et ne pas pouvoir exprimer et tomber dans une syncope. Et toucher le syncope, faire revenir de ce tréfonds, si revenir de ce tréfonds abyssal. C'est une sorte de nage ou une planète. Planète, c'est ça. Sans pouvoir être sans pouvoir complètement surplomber la chose. Un vol d'oiseau ne surplombe pas tout à fait les choses. Ça surplombe et à la fois il fait partie intégrante de cette atmosphère ou de ce courant de couche d'air. Et donc, de l'atmosphère au sens de à la fois son Umwelt, à la fois son Stimmung. Effectivement, mon référence à la sculpture, surtout à ce qu'il dit par rapport à son œuvre, il disait tout simplement qu'il relevait une certaine forme qui s'endormait jusqu'à là avec son intervention. Là, il ne faisait que le faire ressortir. Donc il ne créait pas une figure. Il n'était qu'une certaine auxiliaire, un certain substitut, une médiateur quand même, pour faire relever les choses. Donc il réduisait la tâche de l'artiste à la médiation. Ça, j'avais lu dans mon prime jeunesse et j'avais annoté, pris des notes de ces textes qui m'a marqué. Comme l'autre jour, je faisais un discours, j'avais déjà transcrit ce que j'avais écrit, donc ma prime jeunesse en 1981, comme quoi le corps humain sera un instrument musical. Ce texte-là, je l'avais développé dans un texte qui est écrit dans les années 90 et je l'ai fait passer sans commenter très vite. Donc j'ai fait un collage cinématographique sur des images dans lesquelles j'ai raconté l'autre chose, mais en usant mon propre corps comme un instrument de musique ou expression au sens général, plutôt la danse ou mouvement, tout simplement. Danse, ça peut être esthétique. C'est ça la limite, essayer de chercher les limites du discours. Ce que je voulais dire, en fait, j'ai appelé ce qu'il a fait Henry Moore comme schème,
Je me demande si on peut se référer uniquement à Henri Moore ou à cette idée très intéressante, mais qui fait partie quand même d'une école philosophique, donc non-création, non-créativité de l'homme, c'est très respectable comme idée. Mais j'aimerais bien mon discours à moi le décrire maintenant. Il n'y a que 15 minutes que je le fais. C'est quelque chose qui s'enchaîne sous ses propres pas. C'est qu'ils font chaque pas avec ses propres mots. C'est une sorte de répétition ontologique au sens heideggerien du terme, sans donner des références précises, mais il répète d'une part l'histoire de la civilisation, l'histoire du monde, l'histoire de l'homme et l'histoire de la philosophie aussi. Ne serait-ce que j'ai cité le nom de l'école pythagoricienne, mais en le fondant depuis l'Égypte. Et je suis allé, j'ai fait un aller-retour entre l'Égypte, l'ancien et le grec ancien, et le grec encore plus ancien qui sera Mykonos, Mycène, pardon, et Ionia ensuite. C'est donc avant la dichotomie entre Sparte et Athènes. C'est avant la guerre de Troie et avant la guerre conclusive d'Estinai. Ça, on peut y retourner, mais comment faire ceci? Comment? Je suis distrait. J'aime appeler les gens en général, ceux qui peuplent mon discours ou mes tableaux. C'est un peu l'expression de Gilles Deleuze. C'est un peuplement, voilà, au sens pictural ou musical du terme. Donc il ne s'agit pas des individualités séparées, mais un fond flux qui fait partie bien sûr de stimuli et d'atmosphère. Donc je retourne à mon propos en changeant quand même la place parce que je suis trop dans trajectoire commune. Alors je disais que mon discours s'enchaîne et s'avance sous ses propres pas, mais tout en restant dans la trace et dans une référentialité, sans couper quand même. Rapport à la trace. Aussi, de par définition altère, les signes d'autrui, des autres, des anciens, de ceux qui sont venus avant nous. C'est ça, profondeur historique de mon discours est un discours qui se sait, au sens hegelien du terme, gardant un certain savoir absolu et non pas le garder crypté volontairement, mais sachant que ceci est déjà crypté. Mais j'ai déjà dévoilé beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai blasphémé. Effectivement, cette alternance dans la vie du peuple juif, captivité et liberté sans laisse. J'en reviens pas. Mais ceci a quelque chose à voir, bien sûr, avec une certaine description phénoménologique, parce que beaucoup de choses est en suspendu, en époqué, mais une description phénoménologique usée dans le cadre de la
répétition ontologique heideggerienne, ça il faut le dire, et je ne vais pas prononcer le mot noésis, mais dire que moi j'avance sous mes propres pas, c'est en faire preuve d'une certaine noéma, au sens de noésis, noésios, pensée pensante. Mais rien du monde en niant la part de l'autre ou de la trace de l'autre. Mon référence qui éclairera un peu plus la chose, ça sera un texte étonnant, étonnant, juste, très inventif, au sens de donner la justice à la ligne orientale qu'on appelle arabesque de Paul Valéry. Le texte intitulé Orientum versus, que je suis au courant de ce texte grâce grâce à une certaine référence de Derrida, non pas à ce texte, mais à un autre texte qui s'appelle Hypothèse, dans le même livre qui s'appelle Considération sur le monde actuel. Donc, c'est par hasard moi-même que j'ai découvert ce texte Orientum versus, qui me convient bien comme schème, autant que est beaucoup plus différent de la thèse philosophique de Henry Moore, la thèse philosophique de Paul Valéry, beaucoup plus dynamique et complexe et beaucoup moins néoplatonicien, qui donne vraiment ses droits au sens fort du terme, à mon avis, à ce qu'on appellerait, malgré grâce à Aristote, praxis, et non pas seulement au sens de bios theoreticos, sans réduire à la vita contemplativa, mais en comprenant ceci aussi, parce qu'une certaine Erinnerung se pensait et se rappelait, fait partie de la chose, mais on a cette capacité de nous soustraire ou de nous s'abstraire ou absurde de cette implicité du vécu, alors que moi, au départ de mon discours, je ne pensais pas de faire un discours si métaphysique que cela. Et je voulais tout simplement faire une additif, un supplément qui sera crucial, qui aura été crucial à mon discours, une série de discours que j'ai fait il y a quelques jours dans l'endroit même, dans cet hôpital public. Et à ce jour-ci, j'avais descendu dans la vécu, dans l'implicité et dans la similitude entre les hôpitaux et dans la profondeur de l'histoire, et tout à coup dans mon histoire, dans mon vécu, et justement dans cette série virtuelle que j'avais l'intention d'ajouter, faire une addition, mais ce jour-là, j'étais fatigué et j'ai laissé quand même non dévoiler ce petit secret qui sera trop révélateur en ce qui concerne l'essence de ce que j'ai dit, mon rapport au Père et le sens du mot et la signification du mot de affliction que j'avais cité. Ça n'a pas encore fait le film, mais l'enregistrement bien sûr complet. Et je veux voir si je vais y retourner à l'implicité pour rester sous mes pas, justement,
pour être fidèle à la fois à moi-même et à la vérité et à la savoir absolu au sens où ceci a eu lieu. Fatum. Fatum d'un ayant été, le lieu d'un avoir été. C'est important quand même. Aussi important que nos projections. Là, je suis en train de réaliser mes projections futures, c'est mon futur. Maintenant, ce que j'ai fait dans la première séance comme discours, c'était mon futur. Ça, je suis atteint un degré de discours que je voulais atteindre depuis longtemps et rarement j'avais atteint auparavant aussi. Au revoir, merci. Ému et fatigué, si on me demande. Et si, par commodité du discours, si on retourne un peu encore au discours représentatif, je considère que mon premier discours n'était pas représentatif, par exemple, au sens technique du terme. Un discours représentatif qui n'est pas identique à un discours empirique du vécu, mais quand même renvoie à des étages de sens de l'ordre du vécu et fondé, construit une certaine référentialité dans le discours à partir de ces références dites dont le contenu sera vécu. Vécu, j'ai dit fatum, je ne dis pas empirique. Ce qui est vécu, c'est irréversible. Donc, ça fait partie de nous. Et si on pose une question rhétorique, quel rapport avec un discours arrivé à ce point qui frôle le syncope, qui ne tombe pas dans le syncope, qui prend en considération un syncope, peut-être une certaine limite extrême, posée par Kant dans son discours sur le sublime, ce qui abolirait ou annihilerait son propre concept. C'est ça, le près du monstre, ce qui appelle Kant près du monstre monstrueux. Voilà. Ça a été depuis toujours mes questions, très réfléchies, questions soit de l'ordre rhétorique, soit pédagogique, soit pour moi-même, pour avancer dans la lecture philosophique des textes philosophiques, lecture philosophique, et non pas superficielle pour apprendre par cœur. Eh bien, là, il faut dévoiler au nom de la vérité. Et il faut poser cette question, quel rapport avec nos vécus et avec nos grandes, entre guillemets, praxis, pourquoi pas au sens textuel du terme, ce qui se passe comme praxis, comme effectuation, qui ne présuppose pas un certain dynamisme, un automatisme du dynamisme, et non pas faire un effort, mais avec un vécu. Ça parle légèrement comme un vécu, c'est-à-dire une vie touchée vers sa fin et rétrospectivement qui transforme et qui passe sur ces choses-là. C'est ça aussi, c'est la répétition ontologique. Et aussi, ça enrichit analytique du Dasein qui ne tombe pas, à mon avis, ni dans le psychologisme, ni dans l'empiricisme. C'est 1000 fois mieux qu'un discours subspécie éternel. Alors, je disais que si on retourne un peu
un discours dit représentatif. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je fais encore des comptes rendus discours sur mon discours. Donc, un pas de plus sur mes propres pas, sans tomber dans le syllogisme. Oseux. Bon, squelettique. Même d'ailleurs, le pire des squelettiques, scolastiques, comme disait. Non, il ne disait pas quand même, mais il se réfère à ceci, que cette indicible, cette aporie ou cette inatteignable qui existe même dans les mathématiques, et même dans certaines régions des sciences dites exactes, il associe que la vérité n'atteint jamais. C'est ça le propre de la métaphysique, apparemment, selon ce que j'ai compris, selon ce qui nous est laissé entendre, Giorgio Agamben, dans son livre « Le langage et la mort ». Alors, donc, user des procédés comme des questions rhétoriques, des hypothèses, des actions, toutes ces artificialités du discours ou de la rhétorique, bien sûr réfléchir, parfois, à mon sens, des fictions autobiographiques, qui était le cas peut-être dans les enregistrements dont je fais l'allusion. Mais il ne s'agit pas d'une simple fiction, c'est ça. C'est toujours au nom d'une recherche de la vérité. Donc, il faut prendre toujours des risques, des dévoilements et des risques. Et on ne perdra rien, en tout cas. Comme disait Nancy, l'homme est déjà de parents par sacrifié, c'est-à-dire offert, au sens allemand, offert à la vie, donc il ne peut être sacrifiable. C'est déjà sacrifié ayant une vie. J'ai fait, vous savez, une sorte d'élargissement de l'ontologie de non-né, avorton, rejeton et de nouveau-né, mort, etc. Que je m'identifie parfois à cause de mon fait hypothétique qui est né et mort, donc nouveau-né, mort. Nouveau-né, plutôt mon né, le mien, comme catégorie, mon né, mort, et non pas born. Voilà. Donc, l'affliction en question, c'est le mot que j'avais choisi comme motif psychologique, pour ne pas dire ce terme allemand que j'utilise beaucoup parce que ça me semble à l'oreille neutre, mais affliction, c'est pas très neutre parce qu'en français, il y a des connotations. Stimme, la voix, Stimmung, Urstimmung, et ça, il y a un réseau sémantique extrêmement différent que je me sens bien me promener à l'intérieur. Donc, l'hôpital de paix, un certain enfermement, qui sera le cas le jour après, dans mon enregistrement, que je n'arrive pas à faire des films à cause de je n'arrive pas à m'atteindre dans ma vitesse de parole
faire un film, c'est quand même extrêmement fatigant et très technique. Donc, deuxième, quoi deuxième récurrence discursive des enregistrements concernerait l'hôpital de Pitié-Salpêtrière, donc une série d'hôpitaux. Il y a des arrières aussi dans l'hôpital. Médicaments, j'avais fait déjà l'état de Florence Nightingale, de qui je suis toujours en proximité actuellement, à l'instant même. Bon. Affliction. Par rapport au père, au nom de père, j'avais dit, c'est-à-dire statut, image, imago du père était abîmé, alors qu'il est guéri, il n'est pas resté dans l'hôpital, mais mon vacances était traumatiquement interrompues. C'est ça que je faisais attention. J'ai fait un autre enregistrement concernant la naissance de la poésie, choix de la poésie chez les Ottomans, derniers Ottomans. C'est parce qu'ils trouvaient des postes bureaucratiques avec les lettres de recommandation, donc un travail royal, servile, comme contrebalance dans leur vie, leur faisait des poètes potentiels et des musiciens, au sens, bien sûr, en musique classique ottomane, etc. Moi, c'est pas de la même façon, mais c'est mon entrée à la poésie, ça fait contemporain avec cette affliction paternelle, et ça, c'est ça. En tant que vécu, je souligne au nom de la vérité que je sais sans savoir, je connais. Je ne apprends pas complètement le sens total et l'importance ou centralité de la chose, mais c'est un fatum. C'est ça que je souligne, et je laisse à côté. Hein. Je vais faire encore la même chose. Et je vais souligner en tant que sigle, fatum, une scission, une circoncision, etc., comme fatum irréversible, et je vais m'arrêter. C'est ça le syncope de discours aussi. Malgré tout le peuplement des choses jolies et intelligentes. Et alors, après cette belle présentation, qui n'est pas encore, pas du tout, représentatif, qui est encore de l'ordre insipide, interminable pour le domaine de développement et de préparation des pas sur lesquels on va s'avancer sagement et savamment. C'est que je faisais intervenir juste il y a quelques instants c'est près de monstrueux quelque chose qui menace de s'annihiler ou réduire à néant son propre concept. Ce concept-là, ici en l'occurrence, la paternité. Il s'agit du nom de mon père qui s'est rétabli lui-même en tant que personnage empirique. Il a vécu à son trame. Au mien, moi aussi, j'ai survécu à mon trame symbolique. Et je suis venu jusqu'à-là, il est décédé il y a des années. Et en ce qui concerne cette histoire de pierre taillée, incision, circoncision, etc., et mes pérégrinations, il m'a accompagné une fois quand même au moins dans mon exploration de pierre. Il m'a amené à ma demande
ricam üzerine à cette exploration des pierres, non pas précieuses, Bethestan, Bazar. Ça, c'était notre jeu de terrain quand nous étions enfants, mais c'était plus tard, donc plus dans mes 20 ans. Donc il connaît bien, il accepte et il accompagne mes intérêts d'exploration des pierres, des objets partiels et mon travail, mon praxis. Je ne suis pas devenu sculpteur, mais j'étais sur le point de devenir l'artiste. Je ne suis pas inhibé, j'ai choisi ma voie, mais qui sait, etc. Ce qui est important, Fatum et Datum, ça fait date. Et c'est ça les pas. Sur quel pas on va s'avancer? Alors, on fonde nos pas. C'est comme dans les petites contes historiettes pour les enfants de Blanche-Neige, n'est-ce pas? Et elle mettait des petits cailloux dans la forêt pour retrouver le chemin du retour, tout simplement. Chemin du retour, c'est-à-dire régression à l'infini aristotélicien, ou bien André Breton, au sens où si on faisait tout le chemin en reculant, on aura peut-être compris ce qu'il lui aura voulu faire Marcel Duchamp. Et moi, qui va comprendre moi, et ce qui explique tout. Il a besoin d'un certain explicandum, un critère. Ce qui est şu şeyden aradan geç tünel gibi şöyle. On m'a demandé l'endroit où se trouve l'urgence. Je connais tous les coins de cet hôpital. Oui, je suis l'année dernière, 2023, j'ai passé 10 jours interne à cause d'une grande allergie due à une faiblesse du système immunatoire. Alors les pas, les fatum implicitaires est le nom du Père symbolique. Il ne s'agit pas d'implicitaire, mais des fatum, des événements. On ne dit pas éragnisme peut-être quand même, mais une traume au sens minimal ou majoré après coup, à dessein, à volonté, pour des raisons, pourquoi pas, exploration poétique, en laboratoire, un corps humain, un fils. C'est ça. On peut trouver des mots plus raffinés, mais c'est ça, Fat. J'avais trouvé une formule beaucoup plus raffinée, mais pour l'instant, j'ai oublié. J'ai paraphrasé Kant par rapport à Descartes, un cogito qui accompagne à toutes mes représentations. Pourquoi pas un traum qui accompagne à toutes mes représentations ou à mes toutes absolutions. C'est ça. Absurde, c'est aussi pardonner. Mais qui pardonne? Qui? Pour quelle raison? Ce sont des syncopes dans le moment important de la vie. Et on se récupère. Et on ne récapitule pas, mais on se récompense, c'est ça. Alors, l'affliction est que, comme tout à l'heure je parlais d'un peuplement, comme dernière fois, ici même, j'avais parlé d'un coup d'État vécu dans les mêmes années. C'est ça, datum. Ce qui fait
la date. Donc, mon père apparemment était très influencé par cette effervescence militaire, coup d'État militaire dans notre pays. Et nous étions jeunes, nous étions aussi très traumatisés, ayant peur de notre avenir, mais nous ne manquions pas à aller aux vacances. Donc j'avais commencé, je me répète, j'avais commencé à des lectures de Freud que je vais revenir aujourd'hui, j'espère. C'est-à-dire la signification d'une sculpture nommée David de Michel-Ange, analysée par Freud, etc. Ce genre de livres. Moïse, totémisme, ça concerne aussi paternité. Et Moïse, monothéisme, etc. Je tourne toujours autour de les mêmes références égyptiennes, paternelles, c'est ça. Mais aujourd'hui, j'ai photographié une sculpture à l'entrée de l'hôpital qui est vraiment dans un coin reculé, qui est fantastique. C'est une sorte d'interprétation extraordinaire de statue de David, de Michel-Ange, dont le geste de sa main était très significatif, et le tableau comme restait inachevé, juste mouvement d'une père en affliction, protégeant avec sa main ou bien supportant un support, socle anodin, une figure de rhétorique sculpturale, ou bien l'enfant. Justement, j'ai aperçu, et je vais vous montrer en image agrandie cette figure d'enfant en protection et une figure de père en affliction. Et ceci renvoie au sens figural seulement, et non pas au sens légendaire, c'est-à-dire le contenu des textes bibliques, à la statue de Michel-Ange, qui est bien sûr très maniériste, classique, entre maniérisme et classicisme et baroque. C'est au-dessus de tous les courants artistiques. C'est une canon. C'est une canon, une figure en éveil de l'Antiquité qui ressort à travers les textes de l'Ancien Testament, une figure de David. Ça existe aussi dans l'islam, dans la culture islam, un certain fétichisme de David. On dit pour les garçons qui ont une voix très touchante dans les chants, bien sûr, dans la musique classique ottomane, la voix daoudi, une voix, un shtim davidien. Bon, donc la voix, geste, la main protectrice est ce qui a besoin d'une protection, donc d'une figure forte paternelle, et qui sera affligé, l'enfant affligé par l'affliction de la père, qu'on voit bien que le père est malade dans la sculpture, je parle. Sinon, pourquoi je choisirais ce thème comme analyse ou auto-analyse, ou psychanalyse, ou pourquoi pas une répétition ontologique de Dasein, de l'analytique de Dasein élargie, avec tout le peuplement des morts-nés, nouveau-nés, morts-nés, qui ne sont pas de morn ni born, qui nous inspirent encore. Donc, mon père était influencé par le coup d'État, de cette atmosphère militarisée, donc j'étais parti pour la première fois en vacances sans leur accompagnement, assez loin
de la maison parentale, et donc il y avait une crise et il était allait s'adresser à un gendarme qui est responsable du quartier en occupation par le coup d'état militaire, en disant que mon fils, je le soupçonne, j'ai des doutes sur lui, donc il me raconte en disant que il faut que vous ouvriez la porte de sa chambre qui est fermée par serrure. C'est ça, le délire qu'on m'a relaté avec mon retour précipité des vacances, qu'il était déjà enfermé dans un hôpital psychiatrique. Donc, la chose même, son traume, son délire me concerne. Il me concerne en tant que dans une nappe de peuplement, dans un panorama, dans un tableau militaire. Et aujourd'hui, je suis sorti avec une t-shirt en figure de camouflage et je suis dans un hôpital qui est connu comme hôpital militaire, Qatar. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, et qui est devenu, après un coup d'état obscur, qui n'a rien à voir avec notre dont nous parlions, qui a changé de nom, qui est devenu un hôpital nommé par son fondateur, qui était un sultan, Abdulhamid. Bon, ce sont des nappes de souvenirs qui ne sont pas personnelles, mais un délire se constitue sous cette nappe de souvenirs impersonnelle. Vous voyez, paranoïa, l'essence de paranoïa, et une certaine pérégrination, dont j'ai fait quand même l'état l'autre jour dans l'enregistrement en question. J'ai usé le mot de vagabonde, que je ne suis jamais devenu vagabonde, mais métaphoriquement, j'ai interprété mes fugues successives pendant ces vacances. L'année après, des fugues comme vagabondes, au sens symbolique du terme. Eh bien, ensuite, dans l'enregistrement suivant, qui n'est pas réalisé comme film, je suis passé à l'analyse des renfermements des vagabondes et des femmes à Paris à partir du XVIe siècle, grand enfermement dans l'hôpital de Pitié-Salpêtrière, etc. Je suis fatigué et maintenant je suis à la recherche de quoi? Salpêtre, ça serait une véritable conclusion, conclusive, et une pensée cristalline, et mon retour à mes préoccupations enfantines, qui était la chimie. Je parle des cristaux et d'une pensée cristalline. Ce dont j'ai fait l'état depuis longtemps, et aujourd'hui encore, on est dans une Billur Köşk. C'était une citation du Coran par rapport à ce temple de Soliman qui fait visiter Sémiramis. Moi, je vous fais visiter par mes paroles mon temple de cristal à l'instar de Soliman. Au revoir. Alors, celui ou celle qui
privilégie ou pose comme premier thème la différence sera quelqu'un qui privilégie d'emblée le conflit straight polemos et accepterait d'emblée aussi que le moteur premier, c'était ce qui se passe entre deux. Entre deux veut dire, enfin, présuppose deux termes, mais deux termes n'existent même pas avant le conflit. C'est-à-dire, cette différence, elle se constitue à partir de la différence et non pas à partir d'une même été préétablie. Ça n'existe pas dans la nuit où toutes les vaches sont grises. C'est ça. La différence n'est pas proprement humaine. Ça concerne l'ontos, c'est-à-dire ce qui vient à l'existence. Donc, différence n'est pas un terme ontologique, concerne Dasein, c'est-à-dire ceux qui sont là. Ontologie peut avoir un sens et une étendue plus large. Ce qu'on a vu dans les anciens métaphysiques, retracé et taillé ensuite sur la mesure de l'homme, anthropos, et ensuite une certaine hiérarchisation en descendance et en ascendance se constitue pour compléter le tableau statique ou permettant des passages et des zones mixtes comme Timos, Cognatus, par une convexe ou concave, comme disait. C'est propre ligne de démarcation qu'il traçait et sans porter trop d'attention pour l'instant dans cette grande panorama schématique. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Différence. S'il est constitutif des ipséités, c'est qu'elle n'a pas de fin ni de commencement, alors qu'on le considère comme premier thème, c'est une contradiction. Dernier thème. Donc c'est quelque chose abyssal qui s'ouvre par son le conflit effectivement ne tombe pas comme un thème adéquat, tragique, politico-militaire, social. Munus, c'est-à-dire ce qui, d'une manière viscérale, qui circule comme un passe-partout, interminable, entre les entités, distribuant donc ce par quoi ils seront différents par rapport à une entité différente. Donc une streit, une violence, une Gewalt, disons, cette fois-ci non pas politiquement légitime, mais cette fois-ci
Euh, non, non logiquement, non logiquement, non zoologie. Ça existe comme tel, non zoologiquement. Euh, violent. Violent. Streit, c'est aussi violence. Gewalt, une violence de Walten. Pourquoi pas fallen, au sens où fall, la chute, tout simplement venir à l'existence, ne pas rester à bâton, morné, exclu ou toujours d'avance sélectionné comme impropre à ce jeu de force. Ça, c'est un autre commencement compté. Le récit des origines ne s'invente pas d'un jour à un autre, mais s'améliore en discours, en logos. Parfois on dissout le logoï pour faire exercice d'école et pour réchauffer les esprits et pour confondre, c'est-à-dire pour semer la confusion dans les thèmes, pour qu'il y ait un commencement d'éclat, fureur, fever, le feu, l'élément pyrrhonien. Donc ce qui sème la confusion dans les langues, entre les entités, ce qui sème iniquité, ce qui ouvre un grand projet d'individuation, un conflit interminable, qui peut être ce premier moteur ou qu'un malingénie, on n'a pas nommé, pas des noms babyloniens, mésopotamiens, mazdéens, zoroastriens, ou récemment, beaucoup plus récemment par rapport à nous, massioniens, n'est-ce pas? Donc, nous sommes des jouets qui disaient dernière fois, c'était aussi Madédé, qui parlait des jouets de Sisype, vu qu'il vu qu'ils suivent mes films et mes intérêts concernant cette espèce de pierre, cette espèce de stone, cette espèce de qui permettrait à un certain glyphe, je dirais graphe, graphe permettrait un glyphe glissant en forme de magma. Glyphe, c'est un nom d'une revue, je crois, une époque, si ça continue, j'en sais rien, qui se prétendait, je crois, abrégation d'une longue description intellectuelle. Glyphe. Groupe de recherche philosophique, glyphe, groupe, recherche. Oui, groupe en l'enseignement, ça devrait être ça, dans le cadre de Collège international de philosophie, je suppose. Oui, c'est assez équivoque, univoque, intelligent,
ne dévoilons pas le secret élysien et respectons le cours du, non pas du monde, de l'ontos, de ce qui est toujours là. Voilà, Sphaios encore. Et on, je suppose, il faut vérifier leur vraie intention dans leurs propres écrits et les énoncés qu'ils ont proférés en écrit ou en parole.